À ma fête de fiançailles, ma sœur a accidentellement renversé du vin sur ma tenue et a dit « Maintenant, ça va avec tes goûts de pacotille ». Ma mère l'a couverte. Tout le monde a ri. Je n'ai pas réagi. Cette nuit-là, j'ai coupé le paiement de ses factures et gelé la carte familiale qu'elle utilisait chaque semaine. Mais à 8h40 le lendemain matin, la vraie nouvelle leur est parvenue. Les avis d'expulsion étaient déjà en route. Je savais que quelque chose se passerait. Je ne savais tout simplement pas que ce serait aussi flagrant. C'était ma fête de fiançailles. Notre fête de fiançailles. En fait, comme c'était Émilie qui avait organisé la plupart des choses, elle semblait tout droit sortie d'un magazine ce jour-là. Gracieuse, posée, parfaite. Et je ne m'étais jamais senti aussi fier à ses côtés, la présentant enfin à tout le monde dans ma vie. Bien sûr, cela incluait ma famille. Ils sont arrivés en retard. Ma mère, dans un nouveau blazer qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre. Mon père, qui avait déjà bien commencé à boire. Et ma sœur Lindsay, dans une tenue qui semblait délibérément choisie pour attirer l'attention. Trop d'attention. Lindsay a toujours été jalouse de tout ce que j'ai fait. Quand j'ai été admis à l'université avec une bourse, elle a raconté que j'avais sûrement triché au SAT. Quand j'ai eu une promotion, elle a dit que c'était probablement une embauche au nom de la diversité. Et quand Émilie et moi avons annoncé nos fiançailles, elle a ri et a demandé si nous le faisions pour la carte verte. Émilie est née et a grandi à Chicago. Pourtant, je continuais de les aider. Je payais l'assurance auto de Lindsay, ses factures, et les virées shopping d'urgence occasionnelles. Je la laissais utiliser la carte familiale que j'avais mise en place pour les courses quand maman a perdu son travail. Chaque fois qu'il demandait, je disais oui, principalement pour mon grand-père. C'est le seul qui m'ait jamais vraiment soutenu. Et la fête battait son plein. Les gens portaient des toasts. Quelqu'un jouait la version acoustique de « Can't Help Falling in Love » en fond sonore. Émilie et moi étions près du centre, en train de discuter avec quelques-uns de mes collègues, quand Lindsay s'est approchée avec un verre de vin rouge. Elle a souri, a dit « Félicitations », puis a fait la chose la plus insensée que j'ai jamais vue. Elle a trébuché de manière exagérée et a projeté tout le contenu du verre sur la robe blanche d'Émilie et mon costume gris clair. Des halètements. Quelqu'un a laissé tomber une assiette. Émilie est restée là, stupéfaite. Puis Lindsay l'a dit, à voix haute, « Maintenant, ça va avec tes goûts de pacotille ». J'ai regardé ma mère. Elle s'approchait déjà en disant que c'était un accident. La pauvre Lindsay ne l'avait pas fait exprès, elle avait juste un peu trop bu. Puis elle a ri. Quelques-uns de mes proches ont suivi, ricanant comme si c'était une scène de sitcom. Émilie avait l'air sur le point de pleurer. Mes amis, Dieu merci, semblaient horrifiés. Mais moi? Je n'ai rien dit. J'ai donné ma veste à Émilie, je lui ai pris la main et je l'ai fait rentrer dans la maison pour qu'elle puisse se nettoyer. Nous ne sommes pas ressortis avant 1 heure. Grand-père est venu voir si nous allions bien. Il a dit que certaines personnes se disputaient déjà et a demandé si nous voulions annuler le reste de la soirée. Émilie a dit non. Elle ne voulait pas leur donner cette satisfaction. Je pouvais voir à quel point elle s'efforçait de ne pas laisser cet incident gâcher sa soirée. Quand nous sommes revenus, les gens ont applaudi. Pas sarcastiquement, juste pour essayer de détendre l'atmosphère. Grand-père a pris Lindsay à part et lui a dit quelque chose à voix basse et d'un ton sérieux. Je n'ai pas entendu, mais elle n'avait plus l'air si suffisante après et à point et la soirée s'est éternisée. Nous avons coupé le gâteau, pris des photos, fait semblant. Mais cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Émilie est allée se coucher tôt. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert 3 applications, celle de ma banque, le tableau de bord de mes fournisseurs de services publics, et un site de services juridiques. À 1 heure du matin, l'accès de Lindsay à la carte familiale était révoqué. Son téléphone serait coupé dans 3 jours si elle ne payait pas la facture. L'électricité disparaîtrait au prochain cycle de facturation. Et le meilleur, c'est qu'à 8h40 le lendemain matin, ils recevraient tous quelque chose de bien pire par la poste, des avis d'expulsion de la propriété de grand-père. Mais ce n'est que le début. Le premier, ping, est arrivé à 8h42. Une photo floue d'un morceau de papier posé sur la table de la cuisine, notre vieille table de cuisine. Le papier était un avis d'expulsion formel. En haut, en gros caractères gras, avis de quitter les lieux. Ma mère l'avait entouré avec un marqueur rouge, comme si cela allait changer quelque chose. Les SMS ont commencé à pleuvoir après ça. Nathan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague, tu ne ferais pas ça sérieusement à ta propre famille. Je n'ai pas répondu.
Pas par cruauté. Même plus par colère. Je n'avais simplement aucun intérêt à expliquer les choses à des gens qui avaient passé des années à prétendre qu'ils étaient au-dessus du besoin de me comprendre. Ils savaient de quoi il s'agissait. Ils m'avaient poussé à bout. Je ne sais pas quelle partie de la soirée ils pensaient que j'oublierais. Peut-être s'imaginaient-ils que le vin sécherait et que l'humiliation s'estomperait, mais ce n'était pas le cas. J'entendais encore les rires, le ton moqueur dans la voix de Lindsay, la façon dont ma mère essayait d'étouffer tout ça avec une fausse sollicitude et des demi-vérités. Émilie avait pleuré en silence dans la voiture sur le chemin du retour, comme si elle ne voulait pas que je l'entende. Et je me souviens d'être assis là, à regarder les lampadaires passer sur son visage, en pensant, plus jamais ça. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé chez mon grand-père. Il était déjà assis sur le porche arrière avec 2 tasses de café et un épais dossier. Il n'a pas dit un mot. Il a juste poussé le dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient les registres de location, les relevés, des captures d'écran de SMS sans réponse, tout. Mes parents ne lui avaient pas payé de loyer depuis près de 11 mois. Je savais déjà la plupart de ces choses. Ils trouvaient toujours des excuses. J'avais aidé à couvrir 1 ou 2 mois quand les temps étaient durs, pensant que ça leur donnerait le temps de se remettre sur pied. Ça n'a pas été le cas. Ça leur a seulement donné la permission de stagner dans leur échec. Grand-père m'a dit qu'il en avait assez. Il avait appelé son avocat ce matin-là et les papiers étaient prêts. L'avis qu'ils avaient reçu n'était pas du bluff. Ils avaient 2 semaines pour quitter la maison ou faire face à une procédure formelle. Puis il a demandé si Émilie et moi voulions emménager. Et il faut savoir que grand-père ne vit pas seul. Camille, sa femme, oui, celle qui a 25 ans de moins que lui, vit avec lui dans cette maison. Elle fait partie de ces personnes qui semblent trop énergiques pour être réelles. Elle enseigne le pilate, tient un blog de repas végétaliens et parle comme si elle animait un podcast, même dans une conversation informelle. Mais elle adore mon grand-père, et d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. J'étais hésitant, mais Émilie a adoré l'idée. Nous ne nous étions pas encore vraiment installés dans notre appartement et elle a dit quelque chose sur le fait de vouloir être entourée de gens qui semblaient réellement heureux pour nous. Alors, nous avons dit oui. Ce soir-là, pendant qu'Émilie faisait une valise et que je chargeais sa voiture, les vraies retombées ont commencé. L'électricité de l'INSEE a été coupée en premier, puis le Wi-Fi, puis le chauffe-eau. J'ai reçu des captures d'écran d'amis communs de sa story Instagram, des selfies flous éclairés à la bougie avec des légendes comme « Pouvez-vous croire que des gens sabotent leur propre sang ?» Le mot « amère » est faible. Elle ne m'a pas tagué, mais tout le monde savait. Puis maman a rappelé, puis papa. Puis l'INSEE. Je n'ai pas décroché, mais j'ai envoyé un dernier message à la compagnie de service public, retirer entièrement mon nom. Plus de paiements automatiques, plus de prolongations. Le compte est maintenant le leur. Le vendredi soir, ils vivaient dans une maison sans eau chaude, sans internet, et avec la moitié des prises de courant hors service. Dimanche après-midi, grand-père a envoyé le message final. Un SMS groupé à tous les 3, vous avez 2 semaines. J'attends le retour des clés à temps. Si vous avez besoin de trouver une solution, faites-le ailleurs. Cette maison n'est plus votre problème. Ce soir-là, l'INSEE s'est présentée à la porte de grand-père avec une bouteille de vin et des excuses qui semblaient répétées avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Camille a répondu, a écouté pendant 5 secondes, puis lui a fermé la porte au nez. C'est là que j'ai compris. On ne leur donnait pas seulement une leçon. On leur montrait ce que ça faisait de ne pas être protégés, de ne pas être renfloués, d'être traités pour ce qu'ils étaient, des gens qui choisissaient encore et encore la fierté plutôt que la paix. Et cette fois, il n'y avait plus personne pour nettoyer leurs dégâts. À la fin de la 2e semaine, ils perdaient pied. L'INSEE essayait de faire croire qu'elle contrôlait la situation. Elle a posté des absurdités critiques sur Facebook avec une photo de coucher de soleil qui disait « Parfois, la famille n'est pas une question de sang. Parfois, c'est une bande de serpents en costume. » Quelques-uns de ses amis ont répondu avec les bêtises habituelles, tellement vraies, et « Tu vaux mieux sans ces fausses personnes. » Ça n'avait pas d'importance. Elle vivait à la lueur des bougies et de son amertume. Et ma mère a rappelé le mardi avant la date limite. Elle n'a pas crié cette fois. Elle avait l'air fatiguée, presque comme quelqu'un qui prétend ne pas être embarrassé. Elle a dit qu'il demandait juste un peu de compréhension, quoi que cela veuille dire. Je lui ai demandé directement, pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit pour des gens qui m'ont humilié, moi et ma fiancée, lors de ce qui aurait dû être l'un des plus beaux jours de notre vie? Elle n'a pas répondu. Le même jour, en sortant du travail, j'ai vu mon père debout à côté de ma voiture. Au début,
J'ai cru que c'était un type qui attendait un VTC. Il avait l'air différent, plus petit en quelque sorte. Pas physiquement, juste dégonflé, comme si le poids de tout cela lui était finalement tombé dessus d'un coup. Il a dit qu'ils avaient postulé pour des locations dans toute la ville, mais que personne ne mordait. Que les propriétaires voulaient des références, des scores de crédit et des garants, rien de ce qu'ils n'avaient. Lindsay avait essayé d'obtenir un appartement seul et s'était fait rire au nez dans 2 agences de location. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait marquer une pause, on ne t'a jamais détesté, tu sais. C'était une phrase si pathétique que j'ai presque ri. Je lui ai dit que prétendre ne pas détester quelqu'un tout en vivant de son aide, en se moquant de sa fiancée et en l'humiliant publiquement, ce n'était pas de l'amour, c'était un sentiment de dû. Il n'a pas discuté, il est simplement parti comme s'il savait qu'il n'avait plus aucune carte à jouer. Le jeudi, grand-père a fait changer les serrures. Lindsay s'est pointée 1 heure plus tard et a essayé d'entrer. Camille a ouvert la porte, n'a pas dit un mot, a juste montré la boîte à clés contenant le code de leur box de stockage et lui a de nouveau claqué la porte au nez. Le samedi, ils étaient partis. Tout ce qu'ils possédaient, emballé et empilé dans un box de location poussiéreux à l'ouest de la ville. La maison qui avait été leur filet de sécurité pendant 15 ans, disparue. Et Émilie et moi avons officiellement emménagé. C'était étrange au début. Camille avait tout étiqueté dans le garde-manger comme si nous étions dans un Airbnb. Grand-père utilisait toujours un téléphone à clapet et lisait le journal de la première à la dernière page, mais il y avait de l'espace, de la paix, de la sécurité. Je n'avais pas connu ça en famille depuis des années. Émilie a commencé à mieux dormir. Elle riait davantage. Elle a cessé de sursauter chaque fois que quelqu'un mentionnait les mariages ou la famille. Nous avons recommencé à planifier, de vrais plans, sans la tension de se demander quels parents essaieraient de saboter la suite. Puis un matin, grand-père nous a appelés dans la véranda. Il y avait une grande enveloppe brune sur la table basse. Il a dit qu'il ne voulait pas attendre d'être mort pour arranger les choses. Il en avait parlé à Camille, avait mis les papiers à jour et tenait l'acte de propriété en main. La maison était à nous maintenant, pas dans le futur. Maintenant. Il m'a regardé, puis a regardé Émilie et a dit, vous 2 êtes les seuls à avoir jamais donné sans rien attendre en retour. Les autres, ils m'ont donné des maux de tête. Cette maison a besoin d'un nouveau départ. Camille, bien sûr, avait déjà préparé des encas pour l'occasion, comme si c'était une célébration. Émilie a pleuré cette fois, mais de soulagement. Moi? Je suis resté assis là, pensant à toutes les fois où on m'avait dit de passer à autre chose. Toutes les fois où ils avaient levé les yeux au ciel quand je disais non à quelque chose. Chaque blague sur mes vêtements, mon travail, ma relation, mon avenir. Et maintenant, ils étaient entassés dans un 2 pièces avec des lumières vacillantes et un robinet qui fuit. Lindsay dormait sur un canapé-lit dans le salon. Et la maison dont ils se vantaient, celle qu'ils appelaient la nôtre, même si elle n'avait jamais été la leur, c'était la mienne maintenant. La nôtre. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Nous nous sommes installés rapidement. Il y avait quelque chose de surréaliste à se réveiller dans cette maison en sachant que personne ne pouvait nous l'enlever. Émilie a rempli la chambre d'amis de tableaux d'inspiration pour le mariage et d'échantillons de tissus. Camille a proposé d'aider à la planification, ce qui s'est transformé en longue conversation autour d'un thé et de biscottis aux amandes dans la cuisine, pendant que grand-père et moi travaillions à la réparation du porche arrière, un projet qu'il remettait à plus tard depuis des années. C'était presque trop parfait. Et puis, on a frappé à la porte. C'était encore Lindsay. Cette fois, elle tenait un classeur et était habillée comme si elle sortait d'un entretien d'embauche. Sauf que je savais qu'elle n'en avait pas. Elle a dit qu'elle voulait une conversation civilisée. Et comme grand-père était sorti faire des courses, je l'ai laissé entrer, en partie parce que je voulais voir quelle nouvelle stratégie elle tentait. Elle s'est assise et a commencé à feuilleter le classeur. C'était un plan d'affaires, apparemment. Quelque chose à propos d'une boutique éphémère qu'elle voulait lancer. Elle avait établi un budget, des exemples de logos, et même un faux tableau de projection qui n'avait aucun sens. Puis elle l'a dit, j'ai juste besoin d'un petit prêt pour démarrer. Je me suis dit que tu comprendrais, puisque tu sais ce que c'est que de partir de rien. J'ai cligné des yeux. Je lui ai demandé si elle se souvenait du vin. Du rire, du commentaire sur les goûts de pacotille. Elle a balayé ça d'un revers de main comme si c'était de l'histoire ancienne. Elle a dit que les gens disent des choses quand ils sont jaloux, ou ivres, ou stressés. Que nous étions une famille et que nous devions nous élever au-dessus des petites querelles si nous voulions guérir. Puis elle a essayé la culpabilité,
me disant qu'elle vivait dans ses valises, que la transmission de sa voiture était en train de lâcher, que maman était en pleine déprime et que papa passait la plupart de ses soirées au bar du coin. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai appelé le gérant de l'immeuble où ils avaient emménagé, juste pour confirmer quelque chose. Je connaissais un type qui y travaillait, de l'époque de l'université. Quelqu'un qui me devait une faveur. Il s'est avéré qu'ils étaient déjà en retard sur leur premier loyer. Pas de garant, pas de plan. Et s'ils ne payaient pas la totalité avant la fin du mois, ils seraient expulsés. Cela m'a donné une idée, la touche finale. Le lendemain, Émilie et moi nous y sommes rendus en voiture. Pas à leur appartement, mais à un immeuble de condo de l'autre côté de la rue, un endroit propre, moderne, sécurisé, avec des prix élevés. Nous avons signé un contrat de location pour l'INSEE, puis nous l'avons annulé 2 jours plus tard. Pourquoi? Parce que nous avons laissé l'agent de location l'appeler en premier, lui dire que tout était approuvé, que sa date d'emménagement pouvait être fixée, que l'endroit était à elle, puis nous avons tout annulé. Ce n'était pas par cruauté. C'était une question de clarté. Je voulais qu'elle sache ce que ça faisait de croire que sa vie allait enfin changer, pour ensuite tout perdre à la dernière seconde. Le message était simple, voilà à quoi ça ressemble de couper les ponts. Elle l'a découvert en se présentant pour une visite, quand on lui a dit que la demande avait été retirée par le garant. Je ne sais pas quelle tête elle a faite en l'apprenant. Je n'avais pas besoin de le savoir. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que les retombées ne se sont pas arrêtées avec elle. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de mon oncle, le frère cadet de mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Il a dit qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait mettre les choses au clair. Il en avait marre d'être entraîné dans leur drame. Marre de renflouer mes parents. Marre d'être culpabilisé par ma mère chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac, ta mère raconte à tout le monde que tu voles grand-père. Que l'histoire de la maison est une fraude. Elle dit que tu l'as manipulé alors qu'il n'avait pas toute sa tête. Émilie a entendu l'appel. Elle s'est assise sur le canapé à côté de moi et n'arrêtait pas de secouer la tête. Je savais que ça allait arriver. Pas cette rumeur exacte, mais l'escalade. Ma mère a toujours été du genre à retourner la situation quand elle perd le contrôle. Mais m'accuser de voler grand-père, c'était différent. Ce n'était pas seulement mesquin. C'était dangereux. Et ça ne signifiait qu'une chose, il n'avait pas fini. Il jouait encore. Mais moi aussi. Je savais ma famille mesquine, voire vindicative. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Quand grand-père a entendu ce que maman et l'INSEE disaient, que je l'avais manipulé, qu'il n'avait plus toute sa tête, que j'avais en quelque sorte volé la maison, je m'attendais à ce qu'il soit furieux. Mais il est juste resté assis à son établi dans le garage, nettoyant la lame d'un vieux couteau de poche. Il n'a même pas levé les yeux en disant « Alors, je suppose que je suis sénile maintenant ». Première nouvelle. J'ai proposé de m'en occuper, de faire une déclaration publique s'il le voulait, de poster quelque chose, même de faire intervenir un avocat si nécessaire. Il a secoué la tête et a simplement dit « Je ne joue pas aux échecs avec des gens qui n'arrivent même pas à finir une partie de dames ». Mais je le connaissais. Ce calme n'était pas de la résignation. C'était le signe que quelque chose d'important se préparait. 2 jours plus tard, il a envoyé un SMS groupé invitant tout le monde à dîner. Il a appelé ça une « remise à zéro ». Il a dit qu'il était temps de parler enfin et d'arrêter de prétendre que nous ne savions pas tous où cela menait. Émilie était hésitante. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Grand-père n'allumait jamais un feu qu'il ne pouvait pas maîtriser. Ce dimanche-là, toute la famille s'est présentée. L'INSEE est arrivée avec son classeur et des cheveux brillants, comme si elle était sur le point de commencer une tournée de presse. Ma mère a apporté une tarte, achetée au magasin, encore dans son emballage. Mon père avait l'air d'avoir la gueule de bois et s'est assis sans rien dire. Camille avait mis les petits plats dans les grands, bien sûr. La table était dressée comme pour un jour de fête. Serviettes en lin, pain au levain maison, même ces petites bougies prétentieuses en forme de fruits. Émilie et moi aidions à servir pendant que grand-père sirotait son café noir, plus calme que jamais. Puis il s'est levé et a sorti un dossier en carton de sous son siège. Il a dit qu'il voulait clarifier quelques points avant que quiconque ne commence à se pardonner faussement. D'abord, il a clarifié l'évidence, il ne perdait pas la tête. Son médecin, qu'il venait de voir pour son bilan annuel, pouvait le confirmer. Donc les rumeurs qui circulaient sur sa manipulation étaient des mensonges. Puis il a ouvert le dossier.
À l'intérieur se trouvaient des copies notariées de tout, le transfert du titre de propriété, le plan de succession mis à jour, la fiducie financière à mon nom. Et puis il l'a dit à voix haute, tout ce que je possède, les propriétés, la voiture, les investissements, l'héritage, tout ira à Nathan, et ça restera comme ça. Silence. Puis maman a dit, alors, on est juste coupé de tout. Grand-père l'a regardé droit dans les yeux. Vous n'avez jamais été connecté. Vous n'avez fait que vous brancher de force. Lindsay a sauté sur l'occasion pour parler de trahison et du fait que les familles ne rejettent pas les leurs. Elle a dit qu'elle était punie pour une seule erreur. Je n'ai même pas eu besoin de répondre. Grand-père l'a interrompu. Ce n'était pas une erreur. C'était une habitude. Tu as traité ton frère comme un portefeuille pendant des années. Puis tu l'as humilié, lui et sa fiancée, devant les gens qui tiennent vraiment à eux. Si tu voulais de la gentillesse, tu aurais dû commencer par en montrer. Puis est venu le coup de grâce. À partir d'aujourd'hui, aucun de vous n'est le bienvenu ici. Pas pour dîner. Pas pour Noël. Pas s'il pleut et que vous avez besoin d'un toit. Nous n'allons pas recommencer ça. Maman s'est levée, a marmonné quelque chose à propos d'un avocat. Papa a juste attrapé son manteau. Lindsay avait l'air abasourdi, pas en colère, juste comme si elle n'arrivait pas à croire que sa propre manipulation avait enfin une date d'expiration. Ils sont partis. Pas de câlin, pas d'excuses, pas de tarte mangée point ce soir-là, Émilie et moi nous sommes assis sur le porche avec grand-père et Camille. Ils ont bu du vin. Nous avons partagé des histoires. C'était calme, d'un calme qui m'avait manqué sans que je le sache point. J'y pensais que c'était la fin. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une feuille de papier imprimante pliée. Pas de mots, juste une capture d'écran. C'était un rapport de police. Quelqu'un avait déposé une plainte officielle pour abus financiers sur personne âgée, affirmant que le transfert des actifs de grand-père avait été obtenu sous la contrainte, possiblement frauduleux et inhabituel. Le nom de la plaignante, Lindsay. Elle n'était pas seulement amère. Elle essayait de nous faire tomber. Et maintenant, ce n'était plus un simple drame familial. C'était la guerre. À un moment où j'ai vu le nom de Lindsay sur ce rapport de police, tout s'est éclairci. Il ne s'agissait pas seulement de la maison, de la fête ou même des années de ressentiment et de parasitisme. Il s'agissait de contrôle. Elle l'avait perdu. Pour la première fois de sa vie, personne ne se précipitait pour arranger les choses pour elle. Elle n'était pas au centre de la scène. Et maintenant, elle allait tout brûler juste pour se sentir importante à nouveau. J'ai apporté le rapport directement à grand-père. Il l'a lu en silence, puis l'a plié soigneusement et l'a jeté dans la cheminée. Laisse-la creuser, a-t-il dit. Tout ce qu'elle trouvera, c'est de la roche. Et il avait raison. Camille a contacté leur avocat de famille le jour même. En 24 heures, il avait déjà déposé une réponse, complète avec le bilan de santé mentale impeccable de grand-père, une vidéo horodatée de lui signant le transfert de propriété de son plein gré, et une trace écrite si solide qu'elle aurait survécu à un tribunal de serpents. Mais je ne me contentais pas de me défendre. Alors, j'ai fait un dernier geste. J'ai pris chaque capture d'écran, chaque SMS où ils suppliaient pour de l'aide, chaque commentaire moqueur qu'ils avaient fait sur Émilie et moi, même les photos de la fête où Lindsay n'était clairement même pas éméchée quand elle a jeté le vin. J'ai tout rassemblé dans un seul email et je l'ai envoyé à notre famille élargie, oncle, tante, cousin. Pas d'objet dramatique, pas de rage en majuscule, juste la vérité, avec les preuves à l'appui. Puis j'ai supprimé leur numéro. 3 jours plus tard, l'inspecteur chargé du dossier a contacté grand-père, lui a parlé au téléphone, a dit qu'il semblait plus vif que la plupart des gens de la moitié de son âge, et que l'affaire était classée pour manque évident de fondement. Aucune autre action ne serait entreprise. Ça aurait dû être satisfaisant, mais ça ne l'était pas. Ce qui m'a vraiment touché est arrivé une semaine plus tard. Une lettre de ma mère, manuscrite, étonnamment soignée. Elle ne s'excusait pas. Pas vraiment. Elle disait qu'elle aurait aimé que les choses ne deviennent pas si laides, qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça aille si loin, que le bon vieux temps lui manquait. En bas, elle a écrit, dis à Émilie que je suis désolée pour la robe. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlée. Parce que des excuses ne réparent pas une humiliation publique. Des excuses ne réparent pas le fait d'appeler la police contre son propre père. Les excuses n'arrivent pas quand on essaie de se donner bonne conscience. Elles arrivent avant que les dégâts ne soient faits. Lindsay a fini par emménager avec quelqu'un qu'elle a rencontré à son travail temporaire.
Un barman, apparemment. J'ai entendu dire qu'elle dormait sur un matelas par terre dans une pièce et partageait un loyer qu'elle pouvait à peine se permettre. Mes parents, ils sont toujours dans ce minuscule appartement en dehors de la ville. Plus personne ne les aide. L'argent s'est épuisé. La pitié s'est épuisée. Et finalement, les gens aussi. Quant à nous, nous allons bien. Émilie et moi nous sommes mariés au printemps dernier. Une petite cérémonie dans le jardin de la maison qu'ils pensaient leur appartenir pour toujours. Camille portait une robe verte et a pleuré pendant les vœux. Grand-père a porté un toast et l'a terminé par « aux deux seules personnes de cette famille qui ont réellement construit quelque chose ». Après ça, il m'a tendu les clés de la maison du lac et a dit qu'elle était à moi aussi. Lui et Camille déménageaient en Arizona pour les hivers. Trop froid ici pour ses genoux, disait-il. Maintenant, la maison est entièrement à nous. Pas d'ombre, pas d'écho de rire à nos dépens. Parfois, les gens me demandent s'il me manque, si je regrette d'avoir coupé les ponts. Je leur réponds ceci, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai simplement enfin arrêté de prétendre que nous en étions une. Cela fait 3 mois que la poussière est retombée. C'est drôle, je n'arrêtais pas d'attendre que quelque chose tourne mal. Un appel, un message, un dernier drame désespéré, mais rien n'est venu. Pas même un murmure. Émilie et moi sommes maintenant complètement installés. La maison ne ressemble plus à celle de grand-père. Elle nous ressemble. Nous avons repeint la cuisine, nous nous sommes débarrassés des vieux murs beige dans le couloir, et avons transformé la véranda en une mini-bibliothèque avec des coussins de sol et un éclairage doux. Émilie l'appelle son coin de réflexion. Les photos du mariage sont enfin arrivées et elles sont parfaites. Le genre de photos qui vous font vraiment oublier tout le chaos qui a précédé. Il y en a une de grand-père tenant la main de Camille pendant les vœux. Nous l'avons imprimée et encadrée pour eux avant leur départ pour l'Arizona. Ils se sont installés dans leur nouvelle maison là-bas, une demeure de style désertique avec vue sur les montagnes et une piscine communautaire. Camille nous envoie des vidéos de grand-père essayant le yoga tous les dimanches. C'est surtout lui, allongé à plat sur un tapis, refusant de bouger pendant que Camille rit en arrière d'H-plan. Nous sommes heureux. D'un bonheur simple, tranquille, réel. L'entreprise de robe d'Émilie se développe plus vite que prévu. Elle vient de signer son premier partenariat avec une boutique de mariage hors de l'État, et je l'aide à transformer la chambre d'amis en atelier de travail. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à cuisiner davantage, à moins travailler le week-dash. Et la plus grande surprise, nous avons adopté un chien. Un rescapé, mi-berger, mi-on ne sait quoi. Il s'appelle Murphy. Il déchiquette tout, sauf le seul jouet qu'Émilie lui a donné le premier jour. Il dort entre nous chaque nuit comme si c'était son travail de monter la garde. Parfois, je m'assois sur le porche arrière avec un café et Murphy blotti à côté de moi, et je pense à quel point la vie était bruyante avant. Les cris, la culpabilité, le besoin d'empêcher tout le monde de s'effondrer. C'est juste parti maintenant. Pas de bruit, pas de supplication, pas de faux dash semblant. Dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la vengeance. J'ai trouvé la paix. Une paix bien méritée. Et je ne l'abandonnerai pour personne.